Bah, pas grand-chose, c'est ça le problème. Non, qu'est-ce qu'on apprend quand on étudie l'économie? C'est une bonne question. Aujourd'hui, quand on fait une licence d'économie, on va voir ce qu'on appelle la microéconomie, c'est-à-dire les agents individuels, que ce soit l'homme ou l'entreprise, enfin l'humain ou l'entreprise. On va voir la macroéconomie, c'est-à-dire l'économie à l'échelle d'un pays ou du monde entier. On va voir l'économie monétaire. Donc, par exemple, quel est l'effet d'une hausse de la masse monétaire sur le mouvement des prix, par exemple. Euh, les marchés financiers, comment ils fonctionnent, de quoi ils sont faits, etc. Après, il y a toute une série de sous-disciplines, les théories du commerce international, par exemple. Vous voulez ajouter des choses? En fait, je pense que la meilleure définition, c'est celle que tu as donnée au début, c'est que fondamentalement, on n'apprend pas grand-chose. En tout cas, ce qui peut étonner quand on ne connaît pas, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose sur ce qui se passe, sur l'économie comme les gens l'entendent. Voilà. Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe avec la crise, par exemple? Qu'est-ce qui se passe à Chypre? Ce genre de choses, en fait, ce qu'on apprend en économie dans les premières années ne permet pas généralement de le comprendre. C'est assez déconnecté du réel et c'est souvent assez formalisé avec une certaine dose de maths, par exemple, qui est un peu, qui ne correspond pas vraiment à un outil de compréhension du réel. Non, justement, notre parti pris, c'est de dire, loin de décrire le capitalisme, les effets du capitalisme ou les effets du libéralisme, ce sont des théories qui ont des implicites, notamment, comme cela a été beaucoup critiqué, d'homo economicus, c'est-à-dire de supposer un comportement rationnel et maximisateur, utilitariste pour faire bref, chez les agents, et qui nous semble pas à même de décrire la réalité, et surtout qui conduit à avoir des conclusions, notamment en termes de politique économique, extrêmement dommageables. On peut parler de chômage choisi, entre nombreux autres exemples qui montrent les conséquences politiques de ces hypothèses. Pour compléter ce que dit Ilka, je pense qu'il faut bien dissocier deux choses. Il faut dissocier l'outil d'analyse et ensuite les prescriptions de politique économique. La théorie dominante qui est aujourd'hui enseignée, c'est la théorie qui fait effectivement l'apologie de la société de marché. Pourquoi? Parce qu'elle a des outils théoriques d'analyse qui reposent sur des hypothèses qui sont discutables, mais qui postulent le bon fonctionnement des marchés et qui font du marché le mécanisme optimal d'allocation des ressources. Bon, je pense que le monde actuel montre assez que le marché comme mécanisme optimal, c'est une vue de l'esprit, mais ce n'est pas une réalité concrète. Donc là, on en revient à ta question. Est-ce que cette théorie porte sur le réel? Non. Cette théorie, elle ne permet pas de comprendre vraiment le fonctionnement des marchés, le fonctionnement du système capitaliste. Les outils analytiques qu'elle a forgés ne permettent pas de l'appréhender dans la façon dont il fonctionne. Alors, donc l'objectif d'aujourd'hui, effectivement, c'était de soumettre au débat notre proposition de maquette. Après, comme ça a été dit, il y a des, comment dire, des mouvements de professeurs qui sont assez proches de nos revendications, l'Association française d'économie politique pour ne pas la nommer, qui revendique la création d'une nouvelle section CNU, donc c'est-à-dire un nouveau mécanisme de recrutement des maîtres de conférences en économie à l'université, et qui revendique le pluralisme justement. Et cette association s'est bâtie sur la dénonciation d'un manque de pluralisme et sur la revendication du pluralisme. Après, je pense que bon, il y a beaucoup d'étudiants qui sont réceptifs à ce qu'on a à dire. Concrètement, ce qui sort de cette journée, je pense va falloir qu'on en tire le bilan dans les jours qui viennent, donc c'est un peu difficile de répondre comme ça à chaud. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la maquette aujourd'hui, qui sont repartis avec des idées, eux. Alors après, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont aller défendre ça dans les conseils du FR? Est-ce qu'ils vont en parler à leurs profs? Est-ce que les enseignants qui étaient là vont en parler lorsqu'il s'agira de revoir les maquettes, comme c'est le cas tous les 4 ou 5 ans, etc. Bon, ça, on peut pas encore le dire, mais je pense quand même que on a été entendu, en tout cas. Et que les retours ont été plutôt constructifs, mais très positifs. Oui, enfin, l'idée, c'est pas de leur donner, justement, enfin, c'est de leur donner des outils pour se forger un esprit critique, justement. Et ce qu'on est enseigné actuellement à la sortie du bac, c'est-à-dire micro, macro, n'est pas ni plus accessible, ni plus facile. C'est peut-être un truc. Bah,
Tout à fait d'accord avec toi, et j'ajouterais que ceux qui sortent du bac, justement, notamment ceux qui sortent du bac économique et social, ont suivi des cours de sciences économiques et sociales dont nous, on s'est inspiré pour faire la maquette qu'on a présentée. Donc ça montre que des gamins qui sortent du bac, non seulement ceux qui sortent du bac, mais aussi des gamins qui rentrent au lycée et qui découvrent les SES sont à même d'apprécier et de comprendre une telle démarche pluraliste. Ça a même vocation à atténuer la rupture entre le secondaire et le supérieur et à permettre, dans le prolongement, de continuer cette interdisciplinarité-là à laquelle ils sont. Et juste là, je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut insister, que Ilkat a commencé à dire, c'est que les cursus tels qu'ils sont aujourd'hui ne sont pas moins difficiles que ce que nous on propose. Quand tu arrives en première année et que le premier cours d'économie que tu as, c'est un cours de microéconomie où on t'apprend qu'il faut que. Enfin, tout s'explique sous forme mathématique extrêmement abstraite, que ça ne correspond pas à ce que toi tu connais dans la vie de tous les jours. Tu es complètement démuni par rapport à ça. Et pour le coup, l'intérêt de présenter notre approche à des étudiants qui arrivent à l'université, donc à Bac 0, c'est justement qu'ils ne commencent pas à se poser les questions que nous, on se pose lorsqu'ils arrivent en master. L'objectif, c'est que justement, ces questions, ils se les posent dès le départ et qu'ils aient tout de suite un rapport critique à leurs études, une maturité par rapport à les études que nous, il nous a fallu des années pour acquérir. Il y a des améliorations substantielles, pour ne pas dire considérables, qui sont possibles avec une augmentation de moyens quasi nulle. Ouais, soyons clairs. Enfin, pour atteindre l'idéal qu'on a présenté, effectivement, il faudrait une augmentation de moyens, mais clairement, là, dans le contexte actuel, sans rien toucher, on peut tout à fait, en insérant des cours de sociologie, d'histoire et de philosophie dans les cursus d'économie, avec zéro coût, modifier substantiellement la formation intellectuelle qu'on offre à ces personnes. Et même pour insister sur ce que dit Ilka, moi je suis dans une fac qui a un déficit de plusieurs millions d'euros. Pourtant, je donne un TD de première année où où on fait analyser des textes aux étudiants, hein, où on corrige des examens qui sont. Il y a certes des exercices qui sont effectivement assez rapides à corriger, mais il y a des questions de réflexion sur des textes. Donc bon, ça nécessite un investissement en temps, certes probablement un peu supérieur, mais fondamentalement, on peut changer une plaquette de TD et donc déjà changer la façon dont on présente les choses aux étudiants. Et ça sans coût financier supplémentaire. Alors là-dessus, il faut bien avoir à l'esprit que la science économique, qu'elle soit entre guillemets de droite ou de gauche, s'est développée au sein du système capitaliste. Et à partir de là, la plupart des écoles de pensée, que ce soit l'école néoclassique dominante, mais même si on prend les post-keynésiens, les post-keynésiens disent le capitalisme marche seulement s'il est extrêmement régulé. Donc, quand on dit qu'on veut une pluralité de théories, on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais quand dit qu'on veut une pluralité de théories, on ne se dit pas forcément, ça ne nous donne pas une étiquette anticapitaliste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque théorie a ses outils d'analyse, et nous, ce qu'on veut, c'est que les étudiants disposent du plus d'outils d'analyse possible, y compris avec l'apport des autres sciences sociales qui permettent justement de relativiser l'économie dans son ensemble aussi. Donc ça, il faut bien le comprendre. Après, c'est sûr que l'économie dominante telle qu'elle est enseignée aujourd'hui est plutôt d'orientation libérale. Et les écoles de pensée alternatives, pas toutes, mais les écoles de pensée alternatives, certaines sont antilibérales. Mais par exemple, chez les hétérodoxes, il y a aussi l'école autrichienne. L'école autrichienne, c'est Hayek, c'est vraiment l'ultralibéralisme poussé à son paroxysme. Et ils sont ils sont entre guillemets dans le camp des hétérodoxes. Donc ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit, quoi. Justement, pour donner une plus grande pluralité, l'objectif, c'est de permettre à tous les points de vue de s'exprimer et de rendre moins dogmatique, mais aussi du coup moins politiquement orienté l'enseignement des sciences économiques en France aujourd'hui.